Alors, bon midi tout le monde. Aujourd'hui, on parle de développement économique et puis on va débuter par l'agglomération de Longueuil. Alors, s'implanter dans l'agglomération de Longueuil, c'est choisir un environnement économique riche, connecté et diversifié. Dans chacune de ces villes, l'agglomération propose des atouts distincts mais complémentaires, offrant aux PME un territoire agile, accueillant et tourné vers l'avenir. Alors, ce midi, nous sommes bien entourés. On est avec Sébastien Roy, directeur général adjoint de la ville de Longueuil, Madame Mélanie Fontaine, directrice de succursale du Vieux-Longueuil, accompagnée de Monsieur Patrick Ferland, deuxième vice-président associé, toujours pour la Banque nationale. Et nous sommes aussi accompagnés de Monsieur Jean-François Lévesque, président directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, Monsieur Benoît Johnson, président et fondateur de VIF Télé. Et nous avons aussi Mme Julie Etier, leader en chef de développement économique Longueuil. Alors, bon midi tout le monde. On parle de développement économique et je vais vous laisser un petit temps pour vous présenter à tour de rôle. On va commencer ici avec M. Benoît Johnson. Oui, bonjour. Bon midi. Bon midi. Alors, je représente VIF Télé, une entreprise qui a été créée il y a 20 ans, presque jour pour jour. Ça fait 20 ans le mois dernier. Et on est dans l'affichage numérique, donc les écrans, autant pour des menus de restaurants, dans des épiceries. On a des clients à la grandeur du Canada. Et on est déménagé à Longueuil il y a à peu près 3 ans. Presque jour pour jour aussi. C'était à l'automne, il y a 3 ans. OK, merci beaucoup, M. Johnson. Et votre voisine, Mme Julie Etier. Oui, bonjour. Julie Etier, je suis leader en chef pour développement économique de l'agglomération de Longueuil, d'ELLE, en fait, qui est le bras économique des 5 villes de l'agglomération. Donc, on a un double objectif, qui est d'abord d'attirer de nouvelles entreprises sur le territoire, mais également de soutenir les entreprises présentes là, pour assurer leur croissance et leur succès. Et Mme Etier qui va être aussi avec nous en deuxième partie d'émission. Et maintenant, M. Patrick Ferland de la Banque nationale. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Patrick Ferland, je travaille à la Banque nationale depuis plusieurs années et depuis 5 ans, donc, sur la Rive-Sud. Et je travaille, donc, je suis gestionnaire de l'équipe qui dessert les entrepreneurs, donc entreprises et gestion privée. Alors, tous les besoins des entrepreneurs. Et vous êtes accompagnée de Mme Mélanie Fontaine. Oui, bon midi. Je suis directrice du centre conseil dans le Vieux-Longueuil, donc actuellement depuis plus de 2 ans. C'est pour moi un honneur de pouvoir assister à cette émission-là parce qu'on accompagne au jour nos entrepreneurs, nos entreprises locales. Donc, Banque nationale est une institution financière engagée donc, dans son milieu. Merci. Et M. Sébastien Roy, nouvellement arrivé à la ville de Longueuil. Oui, effectivement, j'ai été embauché lundi dernier, donc moi, je suis le petit nouveau autour de la table. Par contre, très familier avec la région. J'ai été 15 ans directeur général à Varennes. D'ailleurs, Jean-François, mon collègue à gauche, m'a dit, chaque fois que je vais faire le lapsus puis que je vais dire Varennes au lieu de Longueuil, il va me donner un coup de coude. J'espère pas sortir d'ici trop endolori. J'ai passé la dernière année à Trois-Rivières à titre de directeur général adjoint. Et je suis de retour en Montérégie, de retour dans mes terres, à titre de directeur général adjoint, développement stratégique et partenariat. C'est une nouvelle direction générale adjointe dont on pourra parler un peu plus tard dans l'émission. Merci. Et justement, votre voisin, M. Jean-François Lévesque, président directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Bonjour Maryse. Bonjour, donc Jean-François. oui, la Chambre qui est un partenaire du FM 103, donc on vient régulièrement en ondes à la fois présenter des entreprises et des positions de la Chambre. Alors, on est la Chambre de commerce qui représente la Rive-Sud, donc toute l'agglomération de Longueuil, ainsi que la MRC de Marguerite-Diouville. Donc, ce midi, on va parler de la moitié du territoire de la Chambre de commerce, mais ça ne m'empêchera pas là, de glisser à l'occasion certains enjeux de la Rive-Sud un peu plus vastes. Mm-hmm. Donc, oui, à Longueuil, on retrouve le métro, l'université, un aéroport, un solide réseau de soutien aux entreprises. Et justement, on va débuter en parlant de la force économique de Longueuil. Je débute par une première question. Quels sont les avantages concurrentiels majeurs de l'agglomération de Longueuil face à Montréal, Laval ou Québec? Qui a envie de débuter, de casser la glace? Oui, Julie? Je peux débuter. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais me limiter à quelques avantages majeurs qu'on a ici dans l'agglomération. D'abord, je dirais notre localisation géographique. Donc, le fait qu'on soit très près de Montréal, mais qu'on soit à la fois très près également de l'Ontario, des États-Unis, sans avoir à traverser l'île. Le fait qu'on soit proche aussi de toutes les grandes infrastructures de transport, donc l'aéroport international Trudeau, mais également le port de Montréal. On a notre propre aéroport chez nous.
On a tous les axes routiers qui traversent l'agglomération. Donc, au niveau des infrastructures et de la localisation, c'est souvent quelque chose qu'on met de l'avant lors de l'attraction de nouvelles entreprises, puis ça nous démarque énormément. Mm-hmm. On a aussi, je me lance, mais vous pouvez m'arrêter, j'ai beaucoup d'informations que je peux vous transmettre. On a aussi une économie qui est très diversifiée. Et ça fait en sorte qu'on tire bien notre épingle du jeu lorsqu'il y a, par exemple, des bouleversements au niveau économique. Donc, on a quand même plusieurs industries qui sont très fortes, bien ancrées sur le territoire, dans lesquelles on retrouve de grandes entreprises, puis plusieurs PME technologiques qui gravitent autour. Donc, c'est le cas de l'aérospatial, de l'agroalimentaire, des TI, tout ce qui est logistique, sciences de la vie. Donc, ça nous démarque beaucoup par rapport à d'autres territoires qui dépendent plutôt que d'une seule industrie. Et puis, on a un bassin de main-d'œuvre extraordinaire. Là. Les études le démontrent. Nos entreprises sont capables d'aller chercher de la clientèle, de la main-d'œuvre, partout en Montérégie, sur l'île de Montréal, de la main-d'œuvre qui est bilingue, qui est formée par des institutions d'enseignement tout à fait extraordinaires sur le territoire. On pourrait y revenir, mais on est très bien outillés à ce niveau-là. Et au niveau de l'innovation également, donc beaucoup de centres de recherche. On investit en fait en R&D dans l'agglomération 2 fois plus que la moyenne du Québec parce que nos entreprises sont bien soutenues et ont accès là, à beaucoup de services. Je m'arrête là parce que je vais laisser mes collègues parler. Oui, puis même mes collègues, si vous voulez même faire un petit peu de pouce, comment la proximité justement de Longueuil vis-à-vis Montréal peut devenir un levier plutôt qu'une dépendance? Bien, Maryse, moi, je vais sauter sur la patinoire puis je vais parler de mon Patrick. expérience. Sébastien, excusez. Je vais parler de mon expérience puis je vais compléter un peu ce que Julie disait. Ce matin, quand je suis venu travailler, je suis parti puis je suis allé à l'hôtel de ville. J'ai croisé un métro. J'ai croisé un train de passagers. J'ai croisé des autobus d'un réseau structurant. Puis quand je suis arrivé à l'hôtel de ville, il y a un avion qui se posait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis on le dit jamais assez. C'est que Longueuil, l'agglo de Longueuil, c'est 1 demi-million de personnes. C'est une force économique importante du Québec. C'est peut-être même la force économique francophone la plus importante du Québec. Donc, l'agglo de Longueuil, c'est une grande ville. C'est une grande agglo, puis il faut se considérer comme une grande agglo. Puis moi, je suis content de ce que Julie disait quand elle donnait les spécificités de ce qui fait qu'on est une grande agglo. On le dira jamais assez. Ouais. Si vous permettez de faire du pouce sur le transport en commun, Johnson. C'est une des raisons qu'on a déménagé l'entreprise à Longueuil. Bien sûr, sur l'île de Montréal, c'est quand même bien couvert. Mais l'idée, c'est que l'entreprise est née à l'île des Sœurs. On était à l'île des Sœurs, collé sur le pont Champlain. C'était bien correct, sauf qu'on avait besoin d'espace pour l'entreposage. C'est là qu'on a décidé de chercher un immeuble commercial. Un petit immeuble, c'est une PME. De l'échangeur Turcot au 10-30, de la 10 au chemin Chambly, c'était notre territoire où on a cherché pendant 1 an un petit immeuble commercial. On a fait des offres d'achat. Des fois, le zonage ne fonctionnait pas. Et dans nos critères, il fallait qu'on soit proche du transport en commun parce que j'ai beaucoup de jeunes employés qui sont encore à l'université ou qui viennent de terminer l'université, qui n'ont pas d'auto. Donc, on se retrouve aujourd'hui, 3 ans plus tard, avec un immeuble qui est à peu près à 1 kilomètre, à peine 1,5 kilomètre du métro Longueuil. Ils partent du métro, des fois ils viennent à pied s'il fait beau, ils viennent en autobus. Donc, je craignais que ce soit un enjeu, mais c'est pas un enjeu, c'est une solution que l'entreprise soit proche du métro Longueuil. Donc, pour les 2 dernières minutes, j'aimerais vous entendre. Quelles sont les stratégies pour maximiser l'usage du port de Montréal depuis la Rive-Sud sans congestion? Le mot, c'est sans congestion dans cette ouais, c'est ça. En fait, on le sait, le port de Montréal arrive avec un projet majeur à Contrecœur. Donc, c'est plus d'1 million de conteneurs qui sont attendus, qui seront déplacés éventuellement là, en train de marchandises et également en camion. C'est sûr qu'à la Chambre de commerce, on appuie ce projet-là. En fait, il devrait commencer le chantier dès la semaine prochaine, si ce n'est cette semaine. Beaucoup d'opportunités autour du projet, mais les inquiétudes principales sont justement en ce qui a trait à l'achalandage. Ce que je peux vous dire, c'est que des modélisations de l'achalandage qui est anticipé sont en cours ou sont déjà complétées. Et puis, ce qu'on souhaite, c'est évidemment s'assurer que toutes les mesures vont être mises en place afin de mitiger les impacts. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une fraction du trafic actuel là, qui sera augmenté. Là. On est déjà sur des axes qui sont très, très lourdement chargés.
Alors, on poursuit avec la deuxième thématique. On va parler d'innovation, d'éducation et de main-d'œuvre qualifiée. Julie en a parlé un peu aussi tout à l'heure en disant qu'il y a des entreprises qui ont accès à de la main-d'œuvre qualité ici sur la Rive-Sud de Montréal. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle des institutions comme l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal, l'ENA, le Cégep Édouard-Montpetit dans l'économie locale? Si je peux me lancer sur cette question-là. Oui, Patrick. C'est sûr on vit une transition numérique actuellement, puis ça ne fait que commencer. Donc, les emplois qui existeront dans quelques années, peut-être qu'on les connaît même pas encore. On ne sait pas ce sera quoi exactement. La présence d'universités dans la grappe industrielle, la grappe commerciale d'une ville, c'est essentiel et pour les entreprises, comme une banque ou peu importe l'entreprise, d'avoir accès à de la main-d'œuvre locale et formée avec les besoins de demain. Ça devient une condition de succès. Il y a énormément de transferts d'entreprises qui s'en viennent dans les prochaines années, donc c'est commencé. Donc, beaucoup de transferts, beaucoup de besoins de transformer les entreprises qui fonctionnent sur des anciens modèles. La recherche, les jeunes pousses qui sont appuyés par des institutions comme Dell, mais aussi comme par les universités puis par les incubateurs comme l'ACET de l'Université de Sherbrooke. C'est tous des exemples qui vont faire en sorte qu'on doit prioriser l'installation de ces entreprises-là sur le territoire plutôt qu'ils soient à Montréal ou dans d'autres provinces ou même d'autres pays. Oui, puis on a de plus en plus accès justement à des institutions directement sur la Rive-Sud. Là, on parle aussi qu'il y a maintenant un pôle de l'Université de Sherbrooke, le Cégep Édouard-Montpetit aussi, là, qui est sur place. Comment maintenant attirer puis retenir une main-d'œuvre de qualité dans un contexte de rareté? Oui, Mélanie. Bien, si je pourrais me lancer, c'est sûr que nous, on a fait beaucoup au niveau de nos entrepreneurs, conciliation, travail, famille. On a des espaces verts aussi à Longueuil. Il ne faut pas les oublier, étant citoyenne moi-même de Longueuil. Donc, il y a une attraction par rapport à ça. La qualité de la vie qu'on peut retrouver aussi à Longueuil, le bien-être au travail. Donc, tous ces éléments-là favorisent la qualité. Puis, quelle collaboration concrète qui existe entre les entreprises puis les établissements d'enseignement? Est-ce que vous en savez? Il y en a plusieurs. Oui. Il y a plusieurs collaborations qu'on voit, là, d'ailleurs, avec l'arrivée de la zone d'innovation en aérospatiale à Longueuil, dont on se réjouit d'ailleurs. Super bonne nouvelle pour notre territoire. Bien, ça fait en sorte qu'on va venir faciliter, accélérer les relations entre les centres de recherche, les institutions d'enseignement, les entreprises. Donc, il y a beaucoup de projets de recherche qui se font. Je prends l'exemple de CEL Aerospace, qui est une entreprise du territoire, qui a conçu un banc d'essai en collaboration avec l'ENA et le CTA. Et maintenant, toutes les entreprises du territoire y ont accès, dont Pratt & Whitney, pour ne pas les nommer. Donc, c'est un genre de collaboration que je peux donner en exemple, mais qui fait toute la différence, qui amène beaucoup de richesse sur le territoire. Il y a toute la notion de stage aussi en entreprise, qui est très importante pour que nos entreprises aient accès à de la main-d'œuvre rapidement, qui les forment sur place et qui puissent ensuite les embaucher. Puis nous, Dell, notre rôle, c'est de faciliter ces relations-là, puis c'est d'aider aussi nos institutions d'enseignement à mettre de l'avant leurs différents programmes, puis à arrimer leurs programmes avec les besoins des entreprises du territoire. Oui, puis avant d'aller à la prochaine thématique, Jean-François, est-ce que toi, de ton côté, justement avec les membres de la Chambre de commerce, tu peux constater qu'il y a des partenariats qui existent avec les établissements d'enseignement? Oui, absolument. Puis d'ailleurs, les principaux établissements d'enseignement sont membres chez nous, partenaires. On les voit régulièrement dans les activités qui ont un véritable désir d'être proches de l'entreprise. Tu sais, ce qu'on a sur la Rive-Sud en ce moment, c'est un vrai campus économique intégré. Des institutions d'enseignement qui ont soif de comprendre les besoins du marché, puis des entreprises qui sont très, très contentes d'avoir accès à un jet de pierre, à toutes ces facilités, cette expertise-là dont on profite amplement chaque semaine. Et Maryse, moi, je vais me permettre de compléter. Quand Julie et quand Jean-François parlent du campus intégré économique, ça se traduit en chiffres. Il y a 2100 étudiants à l'ENA cette année, l'École nationale d'aéronautique. C'est la cohorte historique la plus volumineuse. Donc, ça fonctionne, ce qu'on est en train de créer comme synergie. La première cohorte, Julie, je pense qu'elle a commencé avec l'ETS en septembre. L'arrivée de l'ETS, oui. Et la cohorte a déjà débuté avec une quarantaine d'étudiants. Ils ont refusé plusieurs étudiants. La demande était vraiment là. Et c'est là qu'on voit l'arrimage aussi entre nos institutions d'enseignement, cégep, université, pour offrir des deck back, par exemple,
à nos jeunes. Donc, oui, il y a vraiment de belles synergies qui se créent. Puis, on peut compter sur des institutions d'enseignement de grande renommée, même internationale, là, si on pense à l'ENA puis à nos universités. Oui, effectivement. Ouais. Alors maintenant, on parle entrepreneuriat, PME, réussite locale. Quelles sont les leçons à tirer des réussites comme Pratt & Whitney, Evive Nutrition ou Molson? En fait, je me lance. Ce sont, à mon avis, des entreprises qui sont toujours en mode amélioration continue. C'est ce qu'on remarque dans ces grandes entreprises qui se démarquent. Elles veulent toujours être à l'avant-garde. Donc, elles vont toujours être en train d'innover, d'amener toujours des nouvelles solutions, puis elles vont être dirigées par des leaders inspirants qui sont capables d'amener leur équipe là, à accepter le changement, à faire des propositions. Si je pense à Molson, par exemple, qui était une entreprise de bière, bien, c'est maintenant une entreprise de breuvage parce qu'elle a été à l'écoute de son marché puis elle s'est adaptée. Des entreprises comme Pratt & Whitney font maintenant de la recherche sur de la motorisation hybride, encore une fois parce qu'elles se soucient de l'environnement, mais également pour innover. Donc, pour moi, l'innovation est au cœur de la réussite. Nous, de notre côté, c'est en génie logiciel qu'on a des besoins. Puis, justement, l'ETS, on collabore depuis des années avec l'ETS, pas nécessairement sur la Rive-Sud, mais l'ETS en général, Polytechnique. Et c'est... comment je dirais, les jeunes qu'on embauche sont vraiment contents de sortir de l'île de Montréal, des fois, pour travailler, même si on fait beaucoup de télétravail. Et je reviens sur le point de tantôt, l'accès, c'est facile. L'accès pour eux, là, les déplacements. Et pour nous, d'avoir accès à de la main-d'œuvre comme ça aussi, c'est intéressant. On sait qu'on peut compter sur un bon bassin sur la Rive-Sud. Ben, Maryse, je me permets... Là, oui, Sébastien. Ce que Benoît, ce que Mélanie ont dit dans leurs mots, on parle de plus en plus du rôle de milieu de vie. T'sais, moi, j'ai passé les premières années de ma carrière à titre de gestionnaire municipal à construire des villes. Et depuis quelques années, je construis des milieux de vie. Parce que la notion de la ville comme espace économique, elle s'est transformée, elle a changé. Ce à quoi Benoît fait référence, c'est que de plus en plus, l'employé qui est aussi citoyen va rechercher la qualité de son milieu. L'entreprise va chercher à s'implanter à proximité de milieux qui sont intéressants. Donc, nous, ça l'amène à transformer la façon qu'on voit la ville, qu'on construit la ville. Puis il faut de plus en plus parler qu'on construit des milieux de vie. Puis selon vous, est-ce que le soutien à l'innovation puis à l'exportation est suffisant pour stimuler la croissance des PME locales? Selon moi, bien, c'est sûr, ça peut toujours être mieux, mais on a quand même un très beau bassin d'organismes et de professionnels sur la Rive-Sud qui supportent les entreprises. On ne les renommera pas, mais il y en a autour de la table. On a une chambre de commerce qui est dynamique. On a d'elle, on a des institutions financières. Donc, il y a une présence qui est forte pour aider les entreprises. Puis là, c'est sûr qu'il y a des défis tout le temps. On n'a pas les réponses à toutes les questions actuellement qu'on peut voir par rapport à l'exportation, par exemple, avec tout ce qui se passe. Cela dit, je crois qu'il y a une présence sur la Rive-Sud de professionnels qui sont chevronnés. Donc, je pense qu'on se démarque là-dessus. Je dirais qu'on a des champions. Même au niveau de l'entrepreneuriat, on a des sièges sociaux sur la Rive-Sud qui sont des champions de l'exportation, qui sont des champions du commerce international. Cette semaine, on recevait Martin Brassard à notre tribune des roues d'EFTEC. C'est sûr que l'exemple des roues, puis là, je dis roues, ça pourrait être Danone, il y en a plusieurs autres. Ces gens-là servent d'exemple à tout un écosystème autour qui sont à la fois des fournisseurs de services, mais qui sont aussi des entreprises qui peuvent voir comment fonctionne l'exportation, quelles sont les meilleures pratiques et qui peuvent s'inspirer de ces exemples-là, qui sont littéralement des voisins. Puis on parle d'exportation, Jean-François. Le chiffre qui était donné cette semaine, c'était quoi? C'est au-dessus de 20 % de ces dépenses qui se font localement dans la région. Oui. Oui, puis qu'est-ce qui distingue justement l'accompagnement offert par Dell puis d'autres partenaires économiques? Bien, nous, en fait, Dell, on se définit comme le bras droit en affaires des entreprises du territoire. Donc, on développe une offre de service qui est toujours alignée aux besoins évolutifs des entreprises. On est très, très axé sur l'innovation. On a lancé plusieurs initiatives différentes là, au cours des dernières années, dont le Digifab QG, où on faisait notre barbecue, d'ailleurs, de la rentrée hier, un lieu qui aide les entreprises à prendre le virage numérique. On a mis en place un accélérateur d'entreprise. Donc, on s'assure d'avoir une offre complète. Quand on parlait d'innovation puis d'exportation, oui, c'est essentiel pour soutenir une économie, mais il faut vraiment s'assurer d'être présent à tous les stades de maturité de l'entreprise et les besoins sont différents selon notre niveau, notre stade d'avancement. Oui, Benoît Johnson de Vive Télé. À un autre niveau, la Chambre de commerce de la Rive-Sud aide
ou donnent de l'information. J'ai déjà été en contact avec eux quand on est arrivé à Longueuil au sujet notamment des crédits d'impôt, recherche-développement sur le logiciel. Alors, ils nous ont donné de l'information. On connaissait déjà les programmes. Il y a toutes sortes d'organismes là-dedans. Mais ils nous ont quand même donné accès à des subventions pour des stages en milieu de travail, justement, pour les étudiants en génie logiciel. Puis, l'information nous parvenait justement de gens de la Chambre de commerce. Mais si Julie, Jean-François réussissent à accrocher des entreprises, des gens qui ont envie d'investir à Longueuil, l'étape d'après, c'est qu'ils viennent cogner à notre porte à la ville, puis il faut qu'on soit aussi bon qu'eux. C'est la raison pour laquelle on a mis en place... Ben, on peut en parler. On peut en parler parce que ça a été facile pour mon entreprise. Parce qu'on achetait un immeuble commercial. Ça a été facile avec la ville de Longueuil. Puis je ne parle pas de politique. Là, on n'a parlé à aucun politicien. On a parlé avec des fonctionnaires qui gèrent les permis de construction, de rénovation. Et quand tu achètes un immeuble, tu es quand même assez pressé de le rénover pour rentrer ton entreprise. C'est de l'argent, on s'entend là-dessus. Ça a été facile par le site web. Ça n'a pas été des longs échanges. On a eu les documents qu'il fallait. On a eu les permis assez rapidement. Fait que pour une entreprise, le temps, c'est de l'argent. Fait que ça a été vraiment intéressant, sans qu'on parle à personne aux politiques, parce que des fois, il faut que tu fasses pression sur le conseiller municipal, la mairesse, whatever. Donc, c'est facilitant, Sébastien. Dans notre cas, ça a été facile. Sébastien, un point à continuer. L'expérience que vous témoignez, c'est que trop souvent, dans le monde municipal, quand la Julie de la communauté économique réussit à attirer un investissement, après ça, on tombe dans la maison des fous d'Astérix. Là. On a besoin d'aller chercher un permis à gauche. Je pourrais vous parler de Montréal, mais on n'est pas là pour ça. Et c'est la raison pour laquelle, à la ville de Longueuil, il y a eu une volonté exprimée de créer un guichet unique qui est destiné aux entreprises, qui est destiné aux promoteurs, qui est destiné aux investisseurs, de manière à ce qu'il y ait une porte d'entrée, puis à partir de là, ce n'est pas la maison des fous. Vous avez quelqu'un qui va faire le travail pour vous. Puis je suis content de ce que vous me témoignez. Est-ce qu'on a un cas concret? Puis Julie, tu voulais... Mais en fait, je voulais juste compléter en disant que je pense qu'une des grandes forces qu'on a sur la Rive-Sud, c'est le fait qu'on travaille tous ensemble, en complémentarité. On se connaît tous ici autour de la table. On aime travailler ensemble. Nos rôles sont clairs. Et on s'assure que les entreprises ont accès au maximum de ressources puis de soutien pour réussir. Ça, je pense que c'est une des forces qu'on a sur la Rive-Sud. Absolument. On parle développement urbain, infrastructure, qualité de vie. Comment le coût de la vie puis les services publics influencent-ils la décision d'une PME de s'installer ici? Bien, juste oui, Patrick, pour de la commencer. Banque nationale. Oui. En fait, je pense que quand on compare les coûts rattachés à opérer une entreprise ici versus, exemple, Montréal, on a quand même un certain avantage concurrentiel, si je pense au loyer ou au prix du pied carré. Donc, ça peut influencer une décision d'investissement. On parlait du transport et même le coût de la vie pour les employés qui vont s'installer ici. Donc, ça aussi, c'est quand même un avantage concurrentiel de s'installer à Longueuil. Alors, tu sais, c'est des éléments qui sont souvent sous-estimés dans une prise de décision, mais le coût d'un loyer, par exemple, ou le coût d'un bâtiment, ça représente souvent une des dépenses les plus importantes pour un entrepreneur. Donc, à la base, lorsqu'on peut économiser 10 ou 20 là-dessus, ça peut changer beaucoup de choses. Puis est-ce que vous remarquez qu'ici, à Longueuil, c'est quand même concurrentiel? Oui, bien, tu sais, là, c'est sûr, ça dépend de l'endroit, ça dépend... Donc, il y a des secteurs à forte demande, mais cela dit, lorsqu'on compare généralement sur des moyennes, on a quand même un pouvoir d'attraction, je pense, par rapport mais soyons honnêtes, personne n'aime ça, payer des taxes. Je pense que je révèle un grand secret, là, personne n'aime ça. Mais moi, comme gestionnaire de ville, j'ai un rôle de redistribuer la richesse. Les taxes que je vais percevoir, je vais les réinvestir en transport en commun, je vais les réinvestir en parc, je vais les réinvestir en culture. C'est ce qui va amener la qualité du milieu de vie. Et on l'a dit tout à l'heure, le milieu de vie, c'est désormais la pierre d'assise sur laquelle on peut construire l'activité économique. Donc, on a besoin de ce rôle redistributif également. Exact. Puis, justement, on parle de redistribution, mais aussi quelle place qu'on donne au parc industriel, au zonage flexible, à l'innovation urbaine? Je peux y aller. Sébastien. Je peux y aller. Bien, en fait,
on a des acteurs économiques comme la Chambre de commerce, comme Julie avec Développement économique Longueuil, qui nous amènent à repenser, requalifier les espaces, qui nous amènent à voir différemment ce qu'était un parc industriel dans les années 60, 70, 80. Désormais, on introduit des choses qu'on n'a jamais vues auparavant, comme des espaces verts dans un parc industriel, comme des pistes cyclables. Donc, il faut qu'on repense la façon qu'on aménage l'espace, même des espaces industriels, de manière à ce qu'on amène toujours l'aspect qualitatif. Sur la Rive-Sud, on a la chance d'avoir différents parcs industriels qui répondent à différents besoins. Je dirais que tous nos parcs ne sont pas développés au même niveau. Ils n'ont pas le même niveau non plus de qualité. Donc, à Longueuil, c'est sûr qu'on a la chance d'avoir un des parcs industriels dans lequel il y a beaucoup d'activités en ce moment, puis des projets qui se consolident. Donc, c'est certainement une des forces. Mais je dirais que du point de vue de l'entrepreneur, le défi, ça reste souvent la réglementation des parcs industriels. Puis ça, c'est un des dossiers sur lesquels on continue de travailler. Puis en 1 minute, le transport collectif comme le métro, le REM, l'autobus, est-ce qu'il est à la hauteur des ambitions économiques, selon vous? Il ne sera jamais à la hauteur. Il ne sera jamais à la hauteur. Alors, baissons nos attentes. Non. Au contraire, continuons de nous améliorer. Tout ça est perfectible, mais Longueuil, c'est une grande ville. Ayons l'ambition d'être une grande ville, puis construisons de l'espace public, puis aménageons des quartiers et des projets autour de ces infrastructures. Comme un tramway sur Tachereau. En fait, Mme Assad sera présente. Oui, on lui en parlera oui. cet après-midi. Et nous ne sommes plus en périphérie. J'ai envie de dire, c'est une région économique en soi, et il faut se donner les moyens d'être une région économique en soi. Exactement. Alors, merci beaucoup d'avoir fait le tour des questions. On poursuit en pause et nous sommes de retour tout de suite après. Alors, nous sommes de retour. On parle de développement économique et on poursuit l'émission avec nos invités pour l'agglomération de Longueuil. Alors, je le répète, nous sommes en présence de M. Sébastien Roy, qui est le directeur adjoint de la ville de Longueuil. Pour la Banque nationale, nous sommes accompagnés de Mme Mélanie Fontaine, directrice de succursale du Vieux-Longueuil, M. Patrick Ferland, deuxième vice-président associé. Et nous avons aussi la chance d'être avec M. Jean-François Lévesque, président directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Monsieur Benoît Johnson, qui est un entrepreneur, président et fondateur de Vive Télé. Et nous sommes aussi accompagnés de Mme Julie Etier, leader en chef de DEL Développement économique Longueuil. Alors, avant d'aller à la pause, nous parlions de développement urbain, infrastructure et qualité de vie. On parlait de transport collectif. Et pour conclure cette thématique, j'ai une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut améliorer la mobilité entre les villes de l'agglomération? On n'a pas le comment, mais on sait que c'est nécessaire. Le pourquoi, on le connaît très, très bien. En fait, la mobilité, c'est un peu comme le logement. Ce n'est pas un luxe, c'est un facteur de développement économique. Les régions qui sont bien desservies en mobilité peuvent espérer avoir un développement économique qui est prospère. La beauté du territoire à Longueuil, on le voit à Brassard aussi, là, j'anticipe un peu le deuxième segment, mais c'est qu'on a des zones hautement densifiées autour d'axes de transport structurants. Et ce qu'on remarque, c'est que justement la transition de ville-dortoir qui mène vers Montréal à une région économique en soi, c'est un créneau dans lequel le transport collectif n'a pas nécessairement suivi. Donc, c'est sûr que d'avoir des axes qui permettent de desservir la région à l'interne, c'est un des éléments là, sur lesquels on continue de travailler. Mais le problème est nommé. Le problème est nommé par les instances politiques. D'ailleurs, je pense que ça va être au cœur de votre discussion dans votre prochain bloc. Et de savoir que mesdames les mairesses ont décidé de nommer le problème et d'en faire une priorité, on est déjà en train de se rapprocher d'une solution. Exactement. Très intéressant. Alors, on poursuit avec la dernière thématique, démystifier la création de richesses. Comment les PME locales font-elles circuler la richesse? Oui, Patrick, de la Banque nationale. Oui, en fait, il n'y a pas de grand mystère là-dessus. C'est des fois très simple. La création de richesse, ça vient d'un dollar qui est versé à une PME dans une localité. Ce dollar-là va générer plusieurs dollars d'activité économique s'il sert à payer des employés qui travaillent dans cette communauté-là, qui sert à acheter des biens et services dans la communauté. Donc,
chaque dollar permet de se multiplier. Ça peut être par 4, par 5, par 6, dépendant de ce que vous lisez. On en vient, c'est un sujet quand même d'actualité, parce qu'on a entendu parler du Buy American Act aux États-Unis. On commence à entendre parler de la même chose au Canada. Alors, ce sera peut-être quelque chose à lancer à Longueuil. Oui, M. Johnson, vous avez un point à rajouter? Oui, un exemple. Tout petit exemple, mais très concret. Dans la rue où on s'est installé, c'est à peu près le secteur Tachereau-des-Aulniers, on avait besoin de faire des boîtiers en métal pour nos écrans. Bien, une entreprise que je ne connaissais pas du tout, qui était à peu près à 200 pieds de notre immeuble. On ne l'aurait pas fait affaire si on n'avait pas été implanté là. Alors, c'est un fournisseur très local, puis mon discours avec les employés, c'est toujours l'achat local, l'achat local. Donc, on n'a pas de compte chez Amazon pour nos achats. Et j'aurais 50 exemples similaires. En fait, le principal défi des entreprises qui s'approvisionnent, c'est de connaître leurs voisins. Parce que souvent, la solution qui est disponible, c'est celle qu'ils connaissent en ligne ou des réseaux établis. Mm-hmm. Mais un des rôles de Dell, de la Chambre, puis on travaille souvent en partenariat là-dessus, c'est de faire en sorte que les entreprises du territoire se connaissent entre elles. Souvent, il y a des gens qui peuvent collaborer, qui sont littéralement voisins, mais qui ne se connaissent pas. Donc, à travers nos activités, ce qu'on encourage, c'est évidemment une proximité avec l'écosystème. Et je connais personne qui n'a pas le goût de travailler avec son voisin si le service et le prix est au rendez-vous. Exactement. Voilà. Et puis, quel rôle pour les municipalités dans la redistribution équitable de la richesse? Je pense que j'en ai parlé un peu précédemment. On a parlé de création de richesse. Moi, j'ai aussi un rôle. Malheureusement, pour tout le monde, je dois en prélever. Je dois en prélever un peu à tout le monde de la richesse pour la réinvestir. Alors, notre travail à la Ville, c'est de trouver toujours le point d'équilibre le plus optimal. De manière à ce qu'on ne prélève pas trop de richesses. Quand je dis prélever des richesses, bien, c'est un synonyme de taxes. Ouais. Donc, on ne veut pas aller chercher trop de taxes, mais en même temps, on doit aller chercher les taxes nécessaires pour assurer les services publics puis assurer la qualité du milieu de vie. Donc, il faut trouver le point d'équilibre qui permet d'avoir un équilibre entre la création de richesses et la redistribution de richesses. Puis ça, c'est un des rôles de la Ville. Mm-hmm. On a parlé justement de faire affaire avec son voisin, de encourager local, les grandes entreprises. Est-ce que vous pensez qu'ils intègrent l'achat local pour renforcer la souveraineté économique de la région? Je me lancerai sur ce point-là en étant citoyenne et citoyenne corporative. Sur la rue Saint-Charles, on s'encourage commerçants et commerçantes. Donc, on favorise ensemble vraiment l'entreprise, l'achat local et tout. Donc, je pense que c'est une nécessité de le faire entre nous, de se connaître. Oui, Julie? L'achat local a beaucoup été mis de l'avant avec toutes les crises qu'on a connues dans les dernières années. Puis je pense que les entreprises comprennent de plus en plus l'avantage de faire affaire aussi avec des entreprises qui sont à proximité. Oui, pour encourager l'économie, mais aussi c'est plus agile, c'est plus flexible, il y a des synergies qui se développent. Donc, on le voit de plus en plus, impact aussi sur l'environnement. Donc, des distances plus courtes pour la livraison de la marchandise. Donc, nous, on encourage, bien sûr, cette mouvance, mais on le voit de plus en plus. Puis, on voit aussi de plus en plus d'initiatives d'économie circulaire où on encourage les entreprises à prendre les extras de une pour les intrants de l'autre. Ça aussi, ça aide une communauté d'affaires à tisser des liens puis à être davantage connecté au niveau local. Jean-François, avec la Chambre de commerce, j'imagine aussi que toi, tu dois le voir de ton côté avec les activités, le réseautage que vous organisez, que vous favorisez. On le voit beaucoup dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, les entreprises sont prêtes à travailler avec des voisins, mais beaucoup également au niveau du service conseil. Ce qu'ils apprécient, c'est d'avoir des conseillers d'affaires qui comprennent la réalité du territoire, qui sont capables de les accompagner de façon spécifique dans ces réalités-là. Même les multinationales qui ont des enjeux transfrontaliers, quand elles font affaire à des enjeux locaux, bien, elles doivent travailler, elles doivent avoir des réseaux de conseillers qui connaissent la réalité du terrain. Puis souvent, bien, nous, humblement, on sert un peu de courroie de transmission dans tout ça là, pour que les gens apprennent à se connaître. Et Maryse, là-dessus, c'est toujours un peu frustrant pour un gestionnaire municipal d'entendre parler de ces débats-là parce qu'on sent le marché évoluer, on sent la volonté. D'ailleurs, les élus traduisent cette volonté-là, que ce soit par des politiques qui vont réaffirmer le rôle de l'économie sociale ou encore des politiques d'achat local. Mais quand on gère des fonds publics, on est assujetti à des lois. Puis malheureusement, les lois ne nous permettent pas encore de venir favoriser l'achat local. Donc moi, je suis encore prisonnier de règles
qui, même si je voulais dépenser dans l'agglo, ben, j'étais obligé d'aller sur les marchés publics. Merci beaucoup, Sébastien. Je suis dans l'obligation de conclure pour respecter le temps. Alors, je remercie chacun des invités qui sont autour de la table. Je le répète, M. Sébastien Roy de la Ville de Longueuil, Mme Mélanie Fontaine, M. Patrick Ferland de la Banque nationale, M. Jean-François Lévesque de la Chambre de commerce d'industrie de la Rive-Sud, M. Benoît Johnson de Vif Télé et Mme Julietier de Dell qui va rester avec nous pour le deuxième segment. Et nous allons continuer justement à parler d'économie avec des acteurs qui vont venir parler plus en profondeur aussi de la ville de Brossard. FM 103.3